travail des titans abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi, à travers cet acte, l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Bonsoir, mardi 13 février, une date conventionnellement choisie pour célébrer la radio en tant que médium. Ce canal de communication demeure le média le plus dynamique, réactif et engageant qui saura s'adaptant ainsi aux changements du XXIe siècle et offrant des nouvelles façons d'interagir et de participer. Pour une 7e édition, l'accent est mis cette année sur la radio et les sports. À toutes et à tous, bienvenue aux 20h. À la une de l'actualité de ce soir, la ville de Matadi, mieux le Congo central, un nouveau bijou en termes d'infrastructure. Le bâtiment administratif de cette province est officiellement à la disposition de ses futurs occupants. Cette bâtisse construite selon les normes internationales requises en matière a été inaugurée ce mardi par le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, et dans son discours, le gouverneur de province Jacques Mbadou a rendu hommage au président de la République pour son soutien dans la réalisation de cet ouvrage qui s'inscrit dans le programme de la révolution de la modernité. Voici un extrait de ce propos choisi pour vous par Pierre Kilomessou Moïsa. Nous disons merci à Dieu et nous lui rendons grâce. Comment ne pas exprimer nos hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, malgré ses lourdes charges d'État, a tenu à honorer sa promesse nous faite le 7 août 2017 d'inaugurer personnellement, sans délégation à qui que ce soit, cet immeuble lors de son tout prochain voyage au Congo central. Cette chose est faite aujourd'hui. Nous invitons l'Assemblée de se mettre debout et d'ovationner en signe de gratitude les chefs de l'État. Merci beaucoup. Leurs Excellences, Madame et Messieurs les membres du gouvernement central, les directeurs du cabinet adjoint du président de la République, rehaussant de par leur présence cet événement, mérite aussi d'être remerciés, salués, pour s'être délestés de leurs charges ministérielles afin d'assister en témoin privilégié à l'inauguration de cet immeuble du gouvernement provincial du Congo central, qui augure d'autres inaugurations d'immeubles de gouvernements provinciaux en construction à travers la République sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, père de la Troisième République, bâtisseur infatigable et inégalé de notre cher et beau pays. Personne, alors personne, ne changera cette histoire. Que la communauté Nekongo de Kinshasa, composée des députés nationaux et sénateurs, dont le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Rémi Massamba en tête, des ministres du gouvernement central, des notables et des hauts fonctionnaires de l'État, d'y trouver ici l'expression de nos remerciements sincères et fraternels. Enfin, nous souhaitons à toutes et à tous
une chaleureuse bienvenue dans la province du Congo central et dans la ville portuaire de Matadi en particulier. Aux uns et aux autres, et à la population du Congo central ici représentée, merci d'être venus suivre en direct le moment historique où la province du Congo central va avoir un immeuble digne de ce nom, véritable fleuron des bâtiments administratifs de la République, comme nous l'avons prédit le 4 juin 2015 lors de la pose de la première pierre, et c'est là grâce à la vision managériale éprouvée d'un homme, le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, principal artisan de la paix, de la démocratie et du développement intégral de la République démocratique du Congo, et qui nous a beaucoup encouragés dans cette entreprise. Nous vous remercions. La nation congolaise s'est souvenue ce 13 février de son digne fils. Augustin Katouma Manké a quitté inopinément ce monde il y a aujourd'hui 6 ans. À la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, la messe guide dans sa mémoire a mobilisé la classe politique, y compris les anonymes, pourquoi pas faire amitié et connaissance. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Bemilakou, est compté parmi ceux qui ont gardé la pensée pieuse. Ce qui se justifie car comprend de tout le temps, que ce soit à la création du Parti du Peuple pour la Reconstruction de la démocratie, qu'à l'avènement de l'Alliance de la majorité présidentielle, devenue majorité présidentielle tout court. Dans son éménie, l'officiant du jour, s'inspirant de l'Évangile, a insisté sur les valeurs morales du défunt. Pour le prêtre, Augustin Katouma Manké est un exemple de partage de l'amour, paraphrasant la pensée selon laquelle il n'a pu croiser sa route sans être à jamais marqué par un nom d'une fine intelligence qui savait donner sans compter. Souvenir triste pour ceux qui l'ont vu de son vivant, gouverneur du Grand Katanga, ministre d'État, voire député national, élu de la circonscription de Pweto dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Quelles sont les causes réelles de la tension qui a prévalu il y a quelques semaines dans le territoire de Djougou, en Ituri, causant mort d'hommes et d'importants dégâts matériels? Le vice-premier ministre de l'Intérieur qui séjourne depuis hier dans cette province veut tout savoir. Pour l'heure, il n'est pas encore question de parler d'un conflit entre Lendou et Emma. Emmanuel Ramazani Chadari multiplie les consultations dans l'objectif de dégager des pistes, des solutions à ce problème. Lui, Laurent Kelay, explication. Des consultations de différentes couches sociales de la province de l'Ituri par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari. Objectif, dégager des pistes de solutions à la tension qui a prévalu il y a quelques semaines dans le territoire de Djougou, où des attaques attribuées à des groupes non autrement identifiés jusqu'ici a causé mort d'hommes de part et d'autre. Incendie et pillage. Les groupes restés sont unanimes. Il n'est pas encore question de parler d'un conflit entre les communautés Lendou et Emma. Le fait ne l'atteste pas encore de manière solide. Nous appelons tous nos frères et toutes nos sœurs au calme. Nous disons également avec insistance qu'il n'y a pas lieu de parler d'une guerre interethnique à l'Ituri ou à Djougou maintenant. Que les services techniques fassent le travail pour dénicher ceux qui sont des détracteurs, ceux qui sont des malfrats, des incendiaires, des tueurs, et que la population de Djougou vive dans sa mosaïque en paix. Le vice-premier ministre qui a rendu visite ce mardi à l'évêché de Bounia, aux évêques de Bounia et de Maïn qui sur cette situation, avant de recevoir les députés nationaux et provinciaux, a réitéré la volonté du président de la République et du gouvernement de mettre rapidement fin à cette situation avant le concours de tous. La situation de plusieurs centaines de déplacés a été évoquée en bonne place. À la fin de son séjour, le numéro 1 de l'Intérieur tiendra un point de presse pour apaiser les esprits et rendre compte à la population de l'Ituri des résultats de sa mission et des pistes de solutions. Un reportage réalisé avec le concours de nos confrères de la RTNC Ituri. À présent, un bloc de reportage dans lequel nous reprenons les activités de quelques ministres d'État du gouvernement. Vous y trouverez par exemple la visite de Lambert Matoukou du travail au chantier du bâtiment de l'INPP en construction à Lubumbashi, ainsi que la dernière étape du séjour de Lisanga Bonganga de relations avec le Parlement à Mandaka.
La mission du ministre d'État en charge avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bouanga Mbandaka, s'est achevée par la visite de chantier en cours d'exécution dans la ville de Mbandaka, accompagné du gouverneur, du vice-gouverneur de province ainsi que de quelques ministres provinciaux et les représentants des entreprises au venu au Fonner. Jean-Pierre Lisanga Bouanga s'est rendu sur l'avenue Libération, tronçon compris entre Bonsomi Clinique. Ici, les travaux ont été bloqués faute de financement. Ils ont seulement repris avec l'implication du gouverneur lui-même, Bobo Bolumbu. Au niveau de la route IPECO, un tronçon qui relie Mbandaka 2 à Mbandaka 3, toujours financé par les Fonner, les travaux ont connu un coup d'arrêt faute d'argent. Même situation sur l'avenue Mungi au quartier Bisengue. C'était complètement coupé grâce au financement du Fonner, mais il a donné partiellement. Sur le coût du projet, il a donné que tant du coût du projet, c'est ça que le projet n'est pas encore achevé. Alors qu'il poursuivait la visite de chantier, le cortège a été stoppé par les habitants de Mbandaka 3 qui ont demandé au gouverneur et au ministre d'État Jean-Pierre Lisanga Bouanga de leur construire un marché. Bobo Boloko s'est engagé à construire dans un bref délai le grand marché pour la population de Basengue à Mbandaka 3. Après la pose de la première pierre l'an passé, les ministres d'État, le ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale, Lambert Matouk Memas, seront à présent compte de l'évolution des travaux de construction du bâtiment ultramoderne de l'INPP au Katanga. Constant, les 10 travaux avancent à pas de géant grâce au partenariat de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Au cours de la visite, le directeur provincial de l'INPP, Moukadi, a eu le loisir d'expliquer à l'autorité de tutelle les étapes déjà franchies et ce qui reste à faire. Le ministre d'État, Matouk Memas, s'est naturellement félicité de la qualité du travail déjà battu. Notre joie, c'est d'annoncer à la population congolaise que ce sont des œuvres comme celles-ci qui sont porteuses d'espoir. Il faut faire confiance, c'est pour ça que nous allons remercier le président de la République pour son accompagnement, pour notre ministère, le ministère du Travail, Emploi et Prévention sociale, et pour les institutions qui sont sous notre tutelle, et ici en l'occurrence l'INPP. Une fois achevé, ce bâtiment sera un joyau architectural, mais surtout une véritable pépinière pour la qualification de la main-d'œuvre dans le Haut-Katanga. Appuyé par la Banque mondiale à travers le projet de la réforme et du rajeunissement de l'administration publique PRAP, le ministère de la fonction publique a envoyé à l'école une bonne brochette de journalistes de la capitale avec comme objectif de les outiller afin qu'ils s'approprient cette réforme de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Selon le ministre d'État de la fonction publique, Michel Bogongo, les médias constituent un groupe d'acteurs grâce auquel la vulgarisation et l'éducation des masses peuvent couvrir des grands espaces. La bonne information circule à travers ces canaux. Quels sont les médias pour le changement de comportement favorable à la réforme? La création d'un réseau des professionnels des médias sur l'ensemble du territoire national reste un moyen efficace d'accompagner la mise en œuvre de cette réforme initiée par le gouvernement de la République. Plusieurs axes ont fait l'objet de cette session de formation, notamment le pilotage, le dialogue, le soutien à la mise en œuvre du programme de la réforme. Jean-Paul Mabaya, coordonnateur national du PRAP, s'est apaisanté sur le renforcement des capacités, sur la sécurité sociale et la mise à la retraite, avec l'appui du chargé des missions de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et parlant des réformes, celles du code minier congolais adopté en 2002 doivent être bénéfiques à tous. Tout a été pris en compte pour contenter toutes les parties. C'est en ce terme que Martin Kabolou, ministre congolais de Mines, a rassuré les opérateurs miniers présents à Indaba en Afrique du Sud sur les bonnes intentions du gouvernement en initiant ce réforme. C'était au cours d'un déjeuner d'affaires. Ludivine Gualia. Le ministre de Mines, Martin Kabolou, a d'emblée joué carte sur table avec les opérateurs miniers présents au breakfast de la RDC à Cape Town, en Afrique du Sud. Il a donné les assurances du gouvernement sur un partenariat bénéfique et gagnant-gagnant pour tous à la promulgation du code minier révisé. Les directeurs généraux de Kibali Gold, Ivanoé et de TFM ont relevé à leur niveau les quelques divergences qui persistent entre le parti, tout en affirmant qu'ils sont tous pour les réformes engagées. Le directeur du cadastre minier, Jean-Félix Moupandé, a brossé à l'assistance la situation actuelle du domaine minier congolais, tandis que M. Georges Bokungu du Sarwa a, au nom de la société civile, relevé les bénéfices de confort, mais c'est ensemble
semble que les parties prenantes doivent trouver des zones de confort. À toutes ces préoccupations et celles de la presse présente, le ministre des Mines a donné cette assurance. Le code minier que nous allons faire maintenant, ce ne sera pas un frein pour les investisseurs. Au contraire, il faudra que nous ayons une loi qui fait que nous tous, nous puissions, et le gouvernement, et vous qui venez investir, vous soyez contents. Ça doit être un code rémunérateur, un code gagnant-gagnant. C'est ça, les deux adjectifs que j'ajoute sur le nouveau code minier. Le code suit le cours normal. Les étapes ont été respectées. Vous êtes en train de faire des calculs, investisseurs au Congo. Vous faites des calculs, vous dites ici mon business plan il sera déséquilibré, c'est un fait. Mais c'est le prix à payer pour nous tous. Le gouvernement a eu le temps de payer son prix parce que ce code, il va être appliqué par vous et par nous. 4 lycées de Kinshasa étaient en compétition au concours scientifique organisé en marge de la journée internationale des femmes et filles des sciences. Au final, c'est une lycéenne de Notre-Dame de la Providence de Ngalima qui l'a remporté. Elle a reçu le flambeau de mérite de main du ministre Gaston Mosséména de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Un assassinat en reportage. Un concours scientifique a été organisé à marge de la journée internationale des femmes et la fille scientifique au lycée Motema Mpiko avec le concours du ministère de l'EPSP en partenariat avec Vodacom Congo dans sa plateforme Voda Edu. Les filles et garçons en sciences surtout reste un problème majeur à relever, qu'on se le dise et qu'on ne s'en cache pas. Nous enseignons dans une certaine mesure de vie la gratuité des contenus éducatifs de façon équitable et à tous les élèves en République démocratique du Congo. Ce jet concours va permettre à ces jeunes filles élèves d'expérimenter leurs connaissances à l'aide d'une tablette numérique dans leur savoir et savoir-faire dans les différents domaines scientifiques. Le lycée Notre-Dame de la Providence est sorti premier parmi les 4 lycées sélectionnés. La publication des résultats de ces concours a été faite. Ce n'est que je ne peux pas croire que j'ai remporté un prix pour mon école. Tour à tour, des femmes ambassadrices modèles dans leur secteur respectif ont partagé leur expérience en invitant ces jeunes filles à suivre leur exemple pour être des modèles de demain. La commission mixte gouvernement ONG les droits de l'homme mise en place pour enquêter sur les événements du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 poursuit ses investigations. Les travaux se concentrent actuellement sur l'audition des témoins, une étape assez délicate à laquelle a pris part la ministre des Droits humains Marie-Ange Mouchobekwa. Luxon Kabbalah, Olivier Maquier, ses reportages. La commission mixte mise en place pour enquêter sur les manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018, CEM 31-21, poursuit ses travaux sans désemparer. En tant que personnel du chef de l'État en matière de violence sexuelle a fait le bilan de réalisation de la République démocratique du Congo dans son secteur. C'était au cours d'une réunion du comité de pilotage sur l'évaluation des programmes de violence sexuelle basés sur les genres. C'est un reportage de Sylvie Moembo. Contre les violences sexuelles demeure toujours une préoccupation pour le gouvernement congolais et pour le bureau de la représentante personnelle du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, auquel il faut ajouter les différents partenaires techniques et financiers. Après 10 ans de financement de l'ambassade du Japon, l'ambassade du Canada, l'UNICEF, l'UNFPA et la société dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique du Congo, Janine Mabunda, représentante personnelle du chef de l'État en cette matière, s'est dit satisfaite de la réduction des cas de violences sexuelles basées sur le genre dans les zones ciblées. Il y a quand même des avancées que nous avons pu observer ensemble. Le chef de l'État s'est lui-même exprimé à 3 reprises sur le sujet, dans le discours à la nation, dans le discours aux Nations Unies récemment, au mois de septembre l'année passée, et tout le monde le sait, le chef de l'État est très avare de sa parole, donc lorsqu'il s'exprime personnellement sur des sujets aussi lourds de sens, je pense que le ton est donné dans... Pour l'ambassadeur du Canada en RDC, son pays continuera à accompagner la République démocratique du Congo dans le domaine de violences sexuelles basées sur le genre avec tous les moyens disponibles, a indiqué Nicolas Simard.
Noémie Dalmont, responsable du secteur sur les violences sexuelles basées sur le genre à l'UNFPA, a, dans sa présentation de la cartographie des violences, démontré à l'assistance les efforts réalisés par la République démocratique du Congo en matière de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et autres atrocités commises par les inciviques. Cette première réunion du comité de pilotage qui a promu la participation de Chantal Safou, ministre du Genre, Famille et Enfants, a permis aux participants d'avoir une idée sur les réalisations clés entreprises par la République démocratique du Congo en la matière. On parle encore une fois, femme, cette fois de son lien avec le processus électoral. Je vous convie de suivre ce reportage réalisé sur la stratégie genre et élection. L'article 13 de la nouvelle loi électorale, à son alinéa 2, stipule que chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme et de la personne avec handicap. C'est pourquoi la vision quotidienne du plan stratégique genre de la CENI, qui était représentée par 7 membres du bureau de l'institution électorale, est de travailler sur l'intégration du genre par une stratégie organisationnelle visant à introduire une perspective genre dans tous les aspects des activités de la CENI, et ce, grâce au renforcement des capacités des associations et cadres de concertation partenaires. Quels vont être ces objectifs? La stratégie genre de la CENI prend en charge la femme comme candidate, électrice, agent, cadre électoral, témoin de partis politiques, observatrice, etc. Le plan d'action stratégique genre et élection actualisé a été remis officiellement aux parties prenantes par Jean-Pierre Kalamba, rapporteur, et Géraldine Kassongo, questeur, par l'intermédiaire des femmes de toutes les confessions religieuses pour son intégration dans les activités de sensibilisation en rapport avec le calendrier électoral en cours. Madame la ministre du Genre, Chantal Safou, considère cet engagement comme une avancée significative et son ministère appuiera son application en toutes circonstances. La stratégie genre et élection que la CENI présente et remet ces jours aux membres femmes des confessions religieuses remet une fois de plus les femmes au cœur de ces processus qui est le leur et les rend de façon particulière responsables de la sensibilisation et de la formation des communautés et confessions religieuses dont elles sont membres. Les parlementaires, députés et sénateurs du Kasaï appellent à l'apaisement après les événements qui ont endeuillé la cité de Kakinga à Moueka. Ils étaient ce mardi autour du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Chimanga. Monsieur Tsongo, reportage. La rencontre est consécutive aux faits observés par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale lors de son séjour dans la province du Kasaï. L'honorable Jean-Pierre Chimanga a décrit à l'attention du caucus des parlementaires du Kasaï l'effectivité des violences qui ont endeuillé la cité de Kakenge à Moueka, ce qui a donné lieu à cette mise au point. Nous réaffirmons toute notre confiance à la justice congolaise pour que les acteurs de ces crimes ignobles soient déférés sans délai devant les cours et tribunaux et qu'un châtiment exemplaire soit infligé aux coupables. Qu'étant donné que la justice est saisie de ces faits graves, nous invitons les uns et les autres à l'apaisement et de s'abstenir de faire aucun procès d'intention contre qui que ce soit en se rendant justice. Nous apportons tout notre soutien au gouvernement provincial du Kasaï, qui ne ménage aucun effort pour que la lumière soit faite en mettant la main comme il en a déjà fait sur des auteurs présumés de ces crimes tant décriés. Compte tenu des graves dégâts déjà déplorés, nous demandons une assistance humanitaire au bénéfice des victimes dans les jours qui suivent. Nous en appelons une fois encore nos frères et sœurs à cultiver la paix, la concorde et l'unité dans la province du Kasaï, tout en rappelant les pertinentes résolutions d'une coexistence pacifique telle que convenue lors de la conférence sur la paix et le développement dans l'espace Kasaï à Kananga, convoquée par le chef de l'État et artisan de la paix, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République. 6. Réitérons enfin
notre soutien aux institutions de la République pour que le processus électoral déjà enclenché soit couronné des succès. Et puis ce reportage que propose notre consoeur Fifi Mougoudi sur le lancement du programme de renforcement des capacités de petites et moyennes entreprises, programme initié par la Rebanque. C'est parti avec le programme de formation Business Age. C'est le fruit du partenariat Rabobank, Société financière internationale. Cet outil de management moderne vise le renforcement de capacités des petites et moyennes entreprises aux clients de la Rabobank. Les PME concernés sont identifiés dans les 3 secteurs, à savoir télécommunications, commerce général et brassicole. Les PME, ces gens ne sont pas toujours formés aux techniques managériales, aux techniques de gestion. Le programme de formation Business Age, justement, est destiné à combler cette lacune. Mais tout le monde est gagnant dans cette histoire, que ce soit la grande entreprise, la PME, la banque et bien sûr le pays. Quant à cet accompagnement des entrepreneurs privés, IFC s'est dit optimiste. Travailler avec une banque comme la Rabobank, qui est une banque qui croit vraiment à la PME, qui est très engagée dans ce domaine-là. On est très confiant au niveau de la SCP qu'il y aura des résultats probants. Dans cette démarche, une vingtaine de cadres de Rabobank ont été formés afin de dispenser les notions relatives au programme Business Age. Pour ceux, ils ont reçu le diplôme certifié IFC, le ministre d'État en charge de l'emploi et le ministre des formations professionnelles ont reçu de leur présence cette cérémonie. Question d'encourager cette initiative de la Rabobank en faveur de PME congolaises. Les juges pour enfants, les greffiers, les assistants sociaux et les journalistes amis de l'enfant viennent de renforcer leur connaissance sur la justice restauratrice. Il s'agit là d'un volet du programme Enfance sans barreaux, programme financé par l'UNICEF et l'Agence française de développement, exécuté par le Barreau national catholique pour l'enfance. Et Julie Chabagne, reportage. La place de l'enfant en conflit avec la loi n'est pas derrière les barreaux. C'est plutôt dans un centre de rééducation et dans les familles de bonne moralité pour sa resocialisation. Car un enfant en conflit avec la loi est souvent victime de stigmatisation et de rejet dans la société. C'est pourquoi, pour l'intérêt supérieur de l'enfant en conflit avec la loi, l'UNICEF et l'Agence française de développement financent le projet Enfants sans barreaux qui met au premier plan la justice restauratrice. Ce projet est exécuté par le Bureau national catholique pour l'enfance. Les juges pour enfants, les greffiers, les assistants sociaux, ainsi que les hommes et femmes des médias du réseau des journalistes amis de l'enfant ont été conviés au séminaire de renforcement des capacités sur la justice restauratrice. Les directeurs du programme Justice sans barreaux, Aimé Adji, explicite cette justice qui a pour finalité la réparation de l'auteur de l'infraction, de la victime et de la société. Alors, la justice restauratrice vise la paix sociale. C'est-à-dire que non seulement un effort est fait au niveau de la victime, mais aussi au niveau de l'auteur, de la justice ordinaire pénale. Puisqu'on voit l'auteur et on voit comment les sanctionner. Par contre, la justice restaurative, on voit non seulement l'auteur, mais comment faire en sorte que l'auteur soit en bonne relation avec la victime et la communauté. Et ce communiqué nécrologique, avant de boucler complètement cette édition du journal, Monsieur Domingo Wambala, que vous allez voir sur vos écrans, né le 30 août 1932, a rendu l'âme le samedi 27 janvier 2018 à l'âge de 85 ans. Il fut ancien juge président au tribunal de grande instance des Bakwanga. Il était également président sectionnaire de l'Asvel Club, aussi président du comité d'accueil culte et du protocole en sigle CACP El Chapelle, lycée docteur Chaoumba, l'évêque du corps de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Gilles Cartier 7 interviendra demain mercredi 14 février à 11h précises. Ainsi se referme cette édition de 20h que nous dédions aux chevaliers de la plume qui se battent sans relâche pour informer au quotidien le public à travers les ondes de la radio, et une pensée particulière aux journalistes sportifs. Restez branchés sur nos antennes. Le programme se poursuit, le journal revient à 22h avec aux commandes Annie Balatar. Bonsoir. Parce que l'éducation est un pied.